Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ces premiers numéros de la semaine de votre magazine Perfect Actu. Ce rendez-vous que j'appelle du décryptage, du commentaire, de l'analyse, mais aussi de l'interprétation des différents faits d'actualité. L'actualité, bien évidemment, reste dominée par l'insécurité dans la partie est du pays, avec la présence des forces régionales de l'EAC, cette communauté ou cette organisation sous-régionale qui a décidé de déployer ces éléments sur terrain. Question d'apporter un renfort au FRDC. Est-ce que ce renfort est-il plutôt détail? On en parle au cours de cette émission. Est-ce que Félix Tshisekedi et la République démocratique du Congo doivent-ils demeurer au sein de l'EAC? Est-ce qu'il faut tendre la main à la Russie? Ce sont des questions auxquelles on va tenter de trouver des réponses au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi l'opération coup de poing menée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, et le vice-gouverneur Jekoko Mulumba. Après Selembao, après Rompuengaba, aujourd'hui, lundi 13 février, l'opération coup de poing est arrivée dans la commune de Lemba où l'on évoque la démolition de ces mythiques bars qu'on appelle Tchétché. La population de cette contrée se plaint de la décision de la ville de Kinshasa, mais la grande question reste à savoir qu'est-ce que l'opération coup de poing va changer dans l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. On va aussi faire le point sur la sortie imminente du gouvernement. La porte-parole, Mme Tina Salama, porte-parole du président de la République, a annoncé la semaine dernière que la sortie du gouvernement n'est qu'une question d'heures, mais jusqu'à présent on se demande qu'est-ce qui fait tarder encore la sortie de ces gouvernements. On va tenter d'y réfléchir également à cette question. Et puis si le temps nous le permet, on va revenir sur la sortie officielle de l'Union sacrée comme regroupement politique. Qu'est-ce qui se cache derrière cette sortie officielle? Tentative de réponse au cours de cette émission avec sur ces plateaux Eric Tshiswaka, communicateur de l'AFDC, parti cher à l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Oui, ça va. Nous sommes en forme. Au niveau de l'AFDC, est-ce que ça va? Évidemment, au niveau de l'AFDC, ça va. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Je tiens aussi à vous saluer. Je vous en prie. Et également à tous ceux qui nous suivent, aux responsables qui sont en train de nous suivre un peu partout dans le monde. Sans oublier le garant des bons fonctionnements des institutions, qui est le président de la République. Il est toujours important de saluer le président de la République, puisque vous savez, c'est un père d'une famille. La famille, c'est la République démocratique du Congo. Il est toujours important de le faire. Très bien. Et sans oublier le président de notre organisation politique, AFDC, et allié, le professeur président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, que nous appelons l'homme de l'éthique et de la déontologie politique en République démocratique du Congo. L'homme de l'éthique qui est tout le temps cité dans des dossiers des conflits parcellaires. Non, mais écoutez, vous savez, Modeste Bahati, c'est un homme vrai. Vous savez, un homme vrai, il y a toujours des gens qui créent des choses tout autour de lui pour essayer de l'effacer, pour essayer de les nuire. Je crois que ces dossiers-là sont des dossiers créés par des individus. Ils parleraient qu'il aurait spolié les biens des X ou Y personnes, mais je crois que les dossiers au niveau de la justice, c'est à la justice de pouvoir trancher sur cela. Modeste reste très simple, il reste très catégorique et c'est un homme vrai. Il faudrait aussi les dire que il est resté stable en soutenant le président Félix Tshisekedi. Vous savez, il y a eu des gens qui ont tergiversé, ceux qui disaient qu'ils accompagnaient le président Félix Tshisekedi, mais Modeste est resté un fils, n'est-ce pas, qui est précis, qui est concis et qui est en train d'accompagner notamment la vision du président Félix Tshisekedi. Donc, il faut dire que nous avons un grand homme. Donc, tout ce qui est créé autour de sa personne, ce sont des choses que nous comprenons, mais nous disons à ceux qui nous suivent qu'il n'a pas de problème avec qui que ce soit. Si la personne qui revendique en disant qu'il aurait spolié le bien, c'est bien, eh ben, le dossier, c'est au niveau de la justice, c'est à la justice de pouvoir trancher, puisque Modeste Bahati a présenté tous les documents qui démontrent à suffisance que ces dossiers ou cette parcelle ou ces biens-là est à lui. Donc, voilà, ce sont des dossiers qui sont au niveau de la justice. Vous vous souviendrez qu'il y a récemment, on avait dit qu'il aurait acheté même ligne, qu'il aurait fait X, Y choses. Et donc, ce sont des choses que les gens ont créées tout autour de sa personne. Mais ce n'est pas de vrais dossiers. Donc, voilà.
Comme nous parlons de la C'est République. compris. On a Comme nous compris parlons que de la Bahati, République. Voilà, comme nous parlons de la c'est République. l'homme de l'éthique, selon vous. Tout à fait, c'est un homme de l'éthique Très bien. et de la déontologie politique. Donc, il a de la morale, il a de la valeur, et nous sommes en train de l'accompagner, mais également accompagner la vision du président Félix-Antoine Vous Tshisekedi. êtes cadre de l'AFDC, comme je l'ai disais à l'entame de cette émission, et par ricochet, membre de l'Union Sacrée. Tout à fait. La sortie officielle de ces regroupements politiques était annoncée pour le 11 février, mais en dernière nouvelle, nous apprenons que c'est reporté pour ce 18 février. Après pratiquement 3 ans de création de l'Union Sacrée, vous avez fonctionné comme ça, sans cadre juridique, sans siège physique. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette motivation de mettre en place de manière officielle l'Union Sacrée? L'Union Sacrée était une vision du président de la République et elle est une vision du président de la République. Vous vous souviendrez, après la rupture entre les FCCK, le chef de l'État a fait appel à tous ceux qui voulaient adhérer à l'Union Sacrée, c'est ceux qui voulaient adhérer dans sa vision prônée, l'État de droit, les changements, etc. Et nous avons mis en place ce que nous appelons l'Union Sacrée. L'Union Sacrée était, je le disais ici, une plateforme politique. Et une plateforme politique qui accompagnait la vision du président. Quand je dis une plateforme politique, c'est-à-dire que les acteurs politiques se sont retrouvés ensemble pour accompagner le chef de l'État. Est-ce que c'était important que cela ait un cadre comme vous voulez, avec des documents, tout ce que vous voulez? Je ne sais pas, mais ceux Mais qui... absolument, il s'agit d'une organisation des personnes. Mais oui, mais écoutez... Mais ça doit être organisé, ça doit être... Non, mais écoutez, vous savez, on n'a pas voulu, puisque l'Union Sacrée, comme je l'ai dit, c'est une vision du président de la République, nous n'avions pas voulu faire ce que les autres font, en fait. Vous voyez, c'est que ce qui se passe avec la famille FCC et tout ce que vous connaissez, nous, on n'a pas voulu faire ce que les autres font. Nous avons pensé nous mettre ensemble et réfléchir autour des questions importantes, mais également accompagner le président de la République. Donc, ce n'était pas une obligation de pouvoir mettre ce que vous appelez charte ou règlement de tout ce que vous vouliez faire, puisque c'était l'Union Sacrée. Mais c'était quoi la ligne de conduite de l'Union Sacrée, de sa création à ces jours? Parce qu'il n'y avait pas de cadre juridique, il n'y avait pas de statut, il n'y avait absolument rien. Écoutez, organiser cette famille l'Union politique. Sacrée a été créée, je vous ai rappelé, après une rupture de la coalition FCC-CACH. C'est-à-dire le président Tshisekedi avait, lorsqu'il faut chercher la majorité, il a fallu d'abord nommer un informateur qui était le président de notre parti politique, Modeste Bahati. Et Modeste Bahati a identifié la majorité au sein du Parlement. Et après que cette majorité a été identifiée au sein du Parlement, eh bien, l'Union Sacrée est née. Est née, c'est-à-dire, elle était là, elle est là, cette structure pour accompagner le président de la République. Et donc, nous appelons ça une majorité parlementaire, nous appelons ça une majorité politique, et donc je pense que ce n'était pas une obligation que l'on puisse structurer de la manière dont vous vouliez, que nous disions X personnes dirigent, Y personnes. Et donc nous sommes des personnes adultes, civilisées, nous mettons autour de la vision du président, parce que le président, c'est lui qui est le visionnaire, et donc nous l'accompagnons. Et vous savez que depuis que l'Union Sacrée existe, nous accompagnons le chef de l'État, et s'il faut parler de ce que l'Union Sacrée a réalisé, ou ce que le président Tshisekedi a réalisé, il y a beaucoup de choses qui ont marché. Mais aujourd'hui, dire que par rapport à votre question, l'Union Sacrée, c'est pas que on transforme cela à une plateforme politique. Non, mais comme nous sommes dans une année électorale, nous sommes en train d'imiter, il faut dire ainsi, une plateforme politique à une plateforme électorale. C'est-à-dire une plateforme électorale, puisque nous allons dans la bataille des élections. Vous savez, l'FCCP aujourd'hui s'est composé à une plateforme électorale, la MOUCAP aujourd'hui s'est composée à une plateforme électorale. Absolument. Absolument, c'est dans l'objectif de gagner les élections. Et c'est dans ce sens que nous nous mettons d'accord. C'est vrai qu'il a fallu, c'était le samedi passé, qu'il fallait nous mettre ensemble, discuter, voir ce que nous pouvions faire, la sortie officielle de la plateforme électorale, Union Sacrée. Il y a des choses qu'il faut encore essayer de revoir. Il y a des autorités de chaque parti politique qui doivent se mettre d'accord sur certaines choses. Je crois que le président Modeste Bahati était là, le secrétaire général Augustin Kabouya et les autres, Jean-Pierre Bimba et tous, ils étaient là. On a essayé de discuter et après, la date a été fixée. C'est à ce moment que nous allons faire une sortie officielle de l'Union Sacrée comme étant une plateforme électorale qui va accompagner le président de la République. Donc c'est une plateforme politique, mais également aussi électorale. Électorale dans l'objectif des élections de 2023. Ceux qui pensaient qu'il n'y aura pas les élections, je crois qu'ils sont en train de se tromper. Les élections seront organisées en 2023. L'Union Sacrée, aujourd'hui,
s'est mis aussi en plateforme électorale pour accompagner le président et pour que nous puissions avoir une grande majorité Très bien. parlementaire. Comment va se comporter l'Union sacrée? Est-ce que vous allez faire comme le FCC où il y avait à sa tête Joseph Kabila comme autorité morale et puis Némi Ouilania comme coordonnateur, ou l'Union sacrée va essayer d'inventer quelque chose de nouveau qu'on n'a peut-être jamais vu dans la classe politique? Vous savez, nous sommes des fils disciplinés. Quand je dis des fils disciplinés, notre père, c'est le président de la République. Je crois que, étant des fils disciplinés, nous avons de la discipline, nous savons comment nous allons nous mettre autour d'une table pour essayer de voir toutes ces choses-là. Ce n'est pas le moment de pouvoir définir qui doit être qui doit faire quoi, etc. Je crois que ceux qui sont là, les leaders, hein, c'est-à-dire des partis politiques qui sont là, le secrétaire général de certains partis qui sont là, ils savent comment ils vont définir la chose pour qu'il y ait clarté et que les choses se fassent mieux que ce que les autres ont produit. Donc, je ne suis pas pressé à pouvoir dévoiler ce qui est caché à l'interne. Je crois que le moment opportun, on verra qui pourrait peut-être chapeauter quoi. Et donc, c'est à ce moment-là que nous allons définir ce qu'il faudrait faire. Mais je pense que, comme des fils disciplinés, nous allons nous engager dans une élite pour accompagner les présidents, puisque nous le faisons déjà, mais également gagner la majorité, tout en étant disciplinés. On ne va pas faire ce que les autres font au sein du FCC. Vous savez comment ils sont très mal organisés, et la MOUCA, pour comment ils font leurs choses. Moi, je pense que nous avons notre manière de voir les choses. Nous allons nous orienter dans ce que nous sommes en train de faire. Il y aura une ligne de conduite et les gens vont s'adapter à cela et de la très bonne manière. Et donc, personne ne va tergiverser. Très bien. Parce que si nous commençons déjà à tergiverser, je crois que ça sera une chose qui ne va pas aider les pays à pouvoir avancer. Très bien, on va parler de l'opération coup de poing menée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Vous avez suivi, c'est pratiquement depuis 2 semaines que cette opération a été lancée. On est en train de démolir des constructions anarchiques, mais la grande question reste à savoir qu'est-ce que le gouvernement provincial ou qu'est-ce que la ville de Kinshasa envisage faire pour prendre soin de tous ces gens qui sont aujourd'hui victimes de cette opération qui consiste à casser, à détruire partout où les gens avaient construit de manière un peu désordonnée. Vous savez, l'état des droits, c'est le respect des principes. Le respect des principes, ce n'est pas simplement quand vous voyez des politiciens être arrêtés ou des personnes être jugées, etc. Mais l'état des droits, c'est le respect de toutes les lois de la République démocratique du Congo. Nous voulions voir notre ville-province avancer, il faudrait le dire. Quand il pleut, il y a des inondations, les gens meurent, on crie, que fait le gouvernement? Quand il y a de saleté un peu partout, on s'est dit, le gouvernement provincial est où? Le gouvernement national est où? Aujourd'hui, quand l'État se décide, n'est-ce pas, de faire son travail, beaucoup de personnes crient pour dire nous sommes au chômage, qu'est-ce que nous allons faire, etc. Vous savez que la ville-province de Kinshasa, chacun faisait, je dirais, ses lois. Les gens construisent un peu partout. Les gens construisent au bord du fleuve. Les gens construisent sur les routes, etc. Ça empêche à ce qu'il y ait une circulation d'eau, ça empêche à ce que la route soit ouverte pour que le bus puisse passer, etc. Si vous allez aujourd'hui à Rompoenga, vous allez voir comment les gens vendent tout au bord de cette grande route qui mène vers, n'est-ce pas, Matadi, etc. Vous verrez comment les gens font vers la route qui mène vers l'université de Kinshasa. Donc c'est quasiment du désordre. Nous allons nous rappeler en 2020, lorsque une forte pluie s'est abattue dans la ville-province de Kinshasa, il y a ces femmes qui ont perdu leur vie à Matadi-Kibala, vous vous souviendrez de ça, il y a eu des câbles qui sont tombés suite à la pluie, etc., puisque ces gens étaient tout au bord, n'est-ce pas, de la grande route. Donc le gouvernement avait pris des décisions. D'ailleurs, le gouvernement avait demandé à ce que ces femmes et ces hommes qui vendaient de quitter ces lieux, puisque le marché existe. Quand vous allez vers Rompoengaba, vous trouverez les marchés existent. Mais il y a de ces gens qui s'entêtent, qui font leurs lois. Donc Mokao, chacun peut faire tout ce qu'il peut faire. Alors le gouvernement s'est décidé, je dirais ici le gouvernement provincial, pour remettre tout sur les rails, c'est-à-dire appliquer la loi. On a toujours dit, nemo sensutor ignorare leges, c'est en latin, nul n'est censé ignorer la loi. Tous nous sommes censés respecter la loi. Aujourd'hui, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentil Ngobila, que je tiens à féliciter, et son vice-gouverneur Jekoko Mulumba, qui se sont lancés pour recadrer les choses, pour remettre tout sur les rails. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont construit de maisons sans respecter les principes. Ils ont construit... Mais ce qui est bizarre, tous ces gens à qui l'on reproche des constructions anarchiques sont détenteurs des documents officiels qu'ils ont reçus de la part des autorités qui ont en charge les affaires foncières. Et tout à fait. L'habitat. Évidemment, ça veut dire que ceux-là
n'ont pas Et respecté les les dames, lois. les dames qui vendent, je ne sais pas moi, Mais chacun, dans la rue, payent aussi. non, chacun subira la rigueur de la loi. Chacun, que ce soit ceux qui ont vendu, Mais ceux pourquoi qui ne ont pas commencer d'abord octroyé. par frapper ceux qui ont octroyé des documents, Non, je pense que des permis de c'est construire et vice-versa. On peut commencer par ceux-là ou on peut commencer par ceux qui ont construit. Tout ça dépend de la politique qui est mise en place. Je crois que les gens seront sanctionnés. Lorsque vous avez des documents présentés en disant que voilà, j'ai mes documents, j'ai construit ici, on m'a vendu X, Y chose, et le gouvernement tient compte de cela et les sanctions vont tomber pour ceux qui ont osé vendre sans respecter les principes. Donc je crois que la sanction, elle est pour de toutes les personnes, que ce soit ceux qui ont acheté, ceux qui ont construit et également ceux qui ont octroyé ces documents. Donc ça, il faut laisser à ceux qui sont habilités à faire ce travail. Et donc je crois qu'on n'a pas essayé de protéger certaines personnes. J'ai vu aussi Gekoko Mulumba qui aurait aussi, je ne dirais pas aurait, lui aussi n'avait pas respecté la loi, qui est vice-gouverneur, il avait construit, n'est-ce pas, une morgue. Évidemment, sans respecter les principes également, mais aujourd'hui, c'est là, ne fonctionne plus, ça a été aussi détruit, c'est un bien qu'il a dépensé de l'argent. C'est-à-dire que lui aussi... non, ça a été déplacé pour lui non, ça a été déplacé. Ça a été déplacé, ça n'a pas été démoli. Non, mais ça a été déplacé, mais ça veut dire qu'il n'avait pas respecté le principe, il n'avait pas respecté la loi. Aujourd'hui, lui-même s'est dit, ben écoutez, comme l'opération est en cours, comme on est en train de vouloir respecter les lois de la République, je ne peux pas prendre la route ici, je ne peux pas continuer à fonctionner normalement. Et je crois qu'avant que l'on puisse détruire toutes ces maisons, etc., le gouvernement provincial avait déjà lancé l'appel. Il avait demandé à ces gens-là de s'organiser déjà, comment ils peuvent quitter, puisqu'ils vont venir pour détruire ce qui a été mal construit tout en refusant de respecter les lois de la République. Nous sommes dans une République, nous voulons aujourd'hui, les gens apprécient voir certaines villes, comment c'est bien construit. Vous allez en Afrique du Sud, vous allez voir, vous allez un peu à gauche, vous verrez. Mais Kinshasa, c'est vraiment un désordre. Kinshasa, chacun fait ce qu'il peut faire. Allez-y voir les caniveaux. Vers Mpongaba, par exemple, allez-y vers Victoire, vous trouverez, quand il pleut, vers, comment on appelle ça, cette grande route-là de Victoire, là où il y a Maison de la Bible, quand il pleut, c'est les inondations, les gens ne savent pas quelle route qu'ils peuvent prendre, le bis, il y a des embouteillages, etc. Il faut respecter les lois de la République. Moi, je pense que ce qui a été fait aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait, c'est une très bonne chose, remettre tout sur les rails, mais également, il faut discipliner la population congolaise. Moi, je crois que cette opération doit avancer. Non simplement faire cela, mais il faut aussi voir certaines choses, parce qu'aujourd'hui, même dans les secteurs des transports, il faudrait le dire, il y a vraiment de bavures. Chaque personne fixe les prix comme il veut, chacun fait ses lois, comme je disais. Je crois que le gouverneur de la ville doit tabler aussi sur cela, il doit tabler sur certaines choses, voir et modifier, et ça permettrait à ces Congolais de tempérer à la loi et de comprendre qu'aujourd'hui, nous avons un pays qui veut appliquer de la discipline. Sans la discipline, ça sera comme certains disent que Mboka Yabana Nabana. Donc on n'est pas ici dans Mboka Yabana Nabana, on est dans une république qui a des lois, une république qui a des principes qu'il faudrait respecter. Donc je pense que le gouverneur de la ville, je crois, et le vice-gouverneur Gekoko Mulumba, ils font un travail de titan. Moi, je les demanderai de continuer dans cet élan-là, de discipliner les Quinois, surtout les Quinois, il faudrait le dire, puisque les Quinois sont des têtus. Je l'ai dit, puisque je suis Quinois, ils sont des têtus. Ce sont des gens qui ne respectent pas le principe, ne respectent pas les lois de la République. Il faut de fortes sanctions. On ne peut pas... D'ailleurs, la gestion aussi, c'est la sanction. Quand on parle de gérer, Adam Smith l'a dit, planifier, organiser, diriger, contrôler. Dans le contrôle, il y a la sanction. Lorsqu'on vient contrôler, lorsque le travail n'est pas bien fait, on sanctionne. La sanction permet à remettre tout sur les rails. Et ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est une sanction face à ceux-là qui n'ont pas respecté les lois de la République. Très bien. Éric Tshisekedi, gouverner c'est prévoir, dit-on. Avec Covid-19, le gouvernement national avait décidé de fermer les funérariums. Conséquence, il y a des gens, des familles entières qui ont été envoyées en chômage, il y avait des gens qui ont perdu l'emploi. Aujourd'hui, c'est l'opération coup de poing. On casse, on détruit parce que les gens ont construit de manière anarchique. Mais on propose quelle autre alternative? Ben, écoutez, lorsqu'on casse, on casse pour remettre tout sur le chemin. C'est-à-dire, on prévoit, le gouvernement prévoit. Il dit, monsieur, vous avez mal construit votre maison, vous n'avez pas respecté les principes, vous avez violé la loi de la République, eh bien, nous vous demandons de déplacer votre entreprise ici, puisque nous viendrons ici casser. C'est-à-dire, ils viendraient appliquer la loi.
Et pourquoi? Puisque vous aviez violé les principes qui sont très bien établis. Et donc maintenant, c'est à ceux qui n'ont pas respecté la République de pouvoir s'organiser de leur manière pour, n'est-ce pas, voir ce qu'ils peuvent faire à leur tour. On ne peut pas dire ici, puisque le C'est-à-dire gouvernement... que le gouvernement n'a aucune responsabilité, le Non, mais gouvernement quelle est la lui, vient que responsabilité? pour casser, détruire et c'est fini. Non, vous allez accepter... Il ne propose rien. Non, mais vous allez accepter de construire votre maison sur les boulevards sans respecter les principes, j'ai dit sur le boulevard, tout en violant les principes, et vous dire que je construis mon entreprise puisque j'embauche les gens doivent travailler sans respecter les lois de la République, sans respecter ce qui est prescrit. Ça aussi, c'est une chose, il faudrait vraiment faire attention. Et donc, moi je crois que c'est une violation de loi. Donc, en fait, la loi est dure, c'est la loi. Il faut respecter la loi. Il ne faudrait pas dire ici, comme ce que nous voyons ailleurs, dans certains coins, les gens viennent vendre tout autour du boulevard et que l'État s'est dit, ben écoutez, ils chassent ces personnes et ces gens se disent, qu'est-ce que nous allons faire? Alors que le marché existe, ils peuvent entrer, vendre à l'intérieur. Je vous ai donné les cas de Rond-Point Gaba. Allez-y vers Rond-Point Gaba, vous verrez. Les gens quittent le marché pour venir vendre au bord et tout ça. Et donc, quand les autorités de la République viennent, ils se disent, Togote Kawapi. Non, mais écoutez, entrez au marché, trouvez les marchés, allez-y vendre. Et ceux-là, je crois qu'ils avaient déjà été avertis par le gouvernement provincial. Ils peuvent déplacer leur entreprise de X endroit à Y endroit et voir ce qu'ils peuvent faire. Et je crois qu'avec le gouvernement provincial, ils peuvent négocier, ils peuvent discuter, ils peuvent évaluer, ils peuvent voir ce qu'ils peuvent faire. Ça, c'est du ski pour voir, voilà ce que nous avions prévu. Est-ce qu'on peut essayer d'échanger, de discuter? Et voilà. Très bien. L'État est comme un père d'une famille. Hein, et un père d'une famille connaît ce qu'il peut faire pour son fils, etc. Je crois qu'il y a des négociations qui se font à ces jours avec les autorités de la ville-province de Kinshasa, puisqu'ils avertissent déjà bien avant. Et puis après, il y a ce qui s'impose. Allez-y voir vers Willery, ce qui a été fait aujourd'hui. La route, elle est grandement ouverte. Je suis passé par là, j'ai vu que la route est grandement ouverte. Il n'y a plus des embouteillages comme il y a. Quand vous arrivez vers Willery, des fois quand il pleut, vous savez ce que ça donne. Hein, et donc aujourd'hui, il y a certains qui ont construit sur les caniveaux, ils ont construit au-dessus des dalles, etc. Ils ont créé des buvettes, etc. Et donc c'était vraiment une chose qu'on ne pouvait pas accepter. Une dernière question avant de parler de la sortie du gouvernement. En quoi l'opération Coup de poing va-t-elle contribuer à l'assainissement de la ville de Kinshasa? Moi, je crois que ça va contribuer dans beaucoup de choses. Notamment, nous allons éviter des catastrophes naturelles. Bon, quand je dis éviter, c'est-à-dire que les catastrophes naturelles, on ne sait pas quand ça arrive, mais nous allons réduire, n'est-ce pas, ces fléaux-là. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, par exemple, quand vous arrivez vers Willery, s'il pleut aujourd'hui, on a essayé... Il y a toujours l'inondation. Non, mais il y en a, mais ce n'est pas comme c'était auparavant. C'est-à-dire qu'on a essayé aujourd'hui, les caniveaux, essayer d'arranger la route pour que l'eau puisse flotter, pour que ça puisse passer. Je n'ai pas vu l'hôtel des villes de Kinshasa jusqu'il a organisé l'écurage des caniveaux. Non, mais... À part cette opération des cases, je n'ai pas vu. Je l'ai vu vers la route universitaire, cette route de l'université, quoi, la route universitaire. Je l'ai vu quand vous passez vers Rond-Point, là, j'ai vu entrer des curés, ils sont en train de le faire, etc. Je l'ai vu encore vers Bandal. D'ailleurs, j'avais vu les bourgmestres de Bandal qui étaient en train de voir les travaux qui étaient en train d'être faits, etc. Donc, je crois qu'ils font leur travail. Donc, ça va éviter des catastrophes. Ça va réduire même le taux de tout ce que vous savez des morts, etc. Donc, je crois que cette opération est une très bonne opération. Il faudrait que les Congolais, les Kinois arrivent à respecter les lois de la République. Diriger, c'est prévoir, c'est planifier, c'est organiser. C'est ce que nous appelons la planification. C'est que quand nous faisons ça, nous sommes en train de planifier pour éviter les catastrophes demain après-demain. Quand ça déborde, quand il y a des problèmes, on crée Tshisekedi, Bazo Salate et tout ça. Mais quand on travaille maintenant, les gens se plaignent, les gens pleurent. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une chose et son contraire. Donc, je crois qu'il faut appliquer les lois de la République. Certes que c'est dur, il faudrait le dire, mais il faudrait que les lois de la République soient appliquées. Éric Tshisoka, qu'est-ce qui bloque à ces jours la sortie du gouvernement? Ça fait pratiquement 1 ou 2 mois qu'on attend la sortie ou les remaniements de l'équipe Samaloukonde, mais jusqu'à présent, pratiquement rien n'est fait. Il n'y a aucun signal jusque-là qui indique que le gouvernement va sortir, excepté peut-être la sortie médiatique du porte-parole du chef de l'État, Mme Tina Salama, qui a fait savoir que la sortie du gouvernement la sortie du gouvernement va intervenir incessamment. Qu'est-ce qui bloque à ces jours
de la sortie de cette équipe? Bon, je crois que tout est déjà fait. Je crois que tout est déjà fait puisque nous connaissons ce qui se passe là-dedans. On est encore en train de revoir certaines choses, il faut les dire ainsi. Il y a des petites choses qu'il faut un petit peu finaliser. Quoi par exemple? Non, mais c'est... Des tractations politiques? Non, 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 ça n'a Moïse rien à Katumbi voir. n'est plus avec vous. Non, c'est bon. Katumbi s'est décidé de ne pas être avec nous, il n'y a pas de souci. C'est une liberté, c'est de la démocratie, c'est des bonnes guerres. Il va être candidat président aujourd'hui, c'est cette liberté qui est garantie par la Constitution. Il avait lui-même avait sollicité d'adhérer à l'Union sacrée. Nous Non, l'y mais il avons n'a pas tendu. sollicité, Évidemment, quand le président il Tshisekedi... faut rester objectif. Non, mais quand le président Tshisekedi a fait appel, Le président a tendu sa main. le président Tshisekedi n'a pas appelé Katumbi vient adhérer à l'Union sacrée. Il a ouvert sa main, il a dit tous ceux qui veulent m'accompagner peuvent venir. Katumbi est venu puisque le président a dit tous ceux qui veulent m'accompagner. Il est venu, d'ailleurs, il faudrait le dire, puisqu'il n'était pas ici en RDC. N'est-ce pas Katumbi qui a crédibilisé l'Union sacrée? C'est faux, personne n'a crédibilisé l'Union sacrée à part le président Félix Tshisekedi. Ah bon? Lorsqu'il a mis fin à la coalition FCC Cash et qu'il créa l'Union sacrée, il a dit je tends ma main à ceux qui veulent venir pour qu'aujourd'hui nous puissions construire un nouveau Congo. Et les acteurs politiques, ceux qui ont jugé bon d'accompagner les chefs de l'État, ils se sont dit d'accord, ils pouvaient venir rejoindre le président. Tshisekedi n'est pas allé chez Katumbi dans sa maison à Kachobwe où c'est pour dire Monsieur Katumbi, j'ai besoin de toi, viens. Il a demandé à tous les acteurs politiques, tant soit peu ceux qui étaient dans l'opposition, société civile, etc. Monsieur Katumbi a jugé bon, comme une personnalité politique, président de l'ensemble pour le changement, il s'est dit ben je peux aujourd'hui rejoindre Félix Tshisekedi. Puisqu'aujourd'hui, il faudrait dire que Katumbi était en exil, c'est le gouvernement congolais qui a tendu la main à Katumbi pour qu'il rentre au pays. On l'a octroyé un passeport congolais. Et tout ça, quand Katumbi a vu que... On l'a remis dans ses droits ou on l'a octroyé un passeport? Non, quand je dis octroyer les passeports, je ne dis pas que Katumbi n'est pas congolais. Je dis qu'il est congolais, puisque hier, il était privé de ces passeports-là. Mais le gouvernement Tshisekedi l'a octroyé ses passeports, puisque Katumbi est congolais. Et il est rentré en RDC, il avait cette liberté. Et Katumbi Diza, il a compris que le gouvernement de Tshisekedi était un gouvernement des responsables et qu'il a jugé bon d'être avec lui. Puisque si le gouvernement congolais avait dit, bon écoutez, Katumbi doit rester toujours là-bas, je pense qu'aujourd'hui, il ne pouvait même pas se déclarer candidat président, c'était très difficile. De ce côté-là, il faudrait vraiment remercier le président Tshisekedi. Donc, Katumbi n'a jamais crédibilisé l'Union sacrée. Katumbi est venu accompagner la vision du président Tshisekedi. Mais il faudrait dire qu'il nous a aidés. La lenteur dans la sortie du gouvernement. Évidemment, il faudrait dire qu'il nous a aidés dans le sens de certaines choses qu'il a apportées, puisqu'il faut dire qu'ils ont apporté aussi beaucoup au sein de l'Union sacrée. Et quand ils étaient là, on a fait, et bon, ils sont partis, et les autres sont restés. Donc, la sortie de l'Union sacrée, comme je le disais ici, du gouvernement, c'est d'ici peu là. C'est d'ici peu, ça se prépare, et on veut faire bien les choses, puisque le gouvernement qui sera mis en place, il va organiser les élections qui sont prévues le 20 décembre de cette année. Et ce gouvernement a un travail des titans à battre. Donc, ça a un travail des titans à battre. Je pense qu'il ne faudrait pas être pressé. Il faut laisser que la cuisine interne soit finalisée et que l'on puisse apporter les repas qui seraient consommés par les citoyens congolais, la population congolaise. Donc, ça se prépare. Ayez votre mal en patience, comme certains disent. Attendez à ce que ces gouvernements soient mis en place. Mais il n'y a pas de tractation, personne ne réclame quoi que ce soit. Tout s'est fait comme il s'y doit. Et d'ailleurs, vous avez vu que l'Union sacrée va mettre en plateforme électorale. Et donc, il n'y a pas de souci, chacun s'est mis d'accord. C'est la question que j'allais vous poser. Quelle est l'opportunité de remanier le gouvernement au cours d'une année électorale, sachant que ça peut créer de la frustration de la part des uns et des autres? Non, mais c'est pas, on n'avait pas prévu, le gouvernement n'avait pas prévu, le président Tshisekedi n'avait pas prévu de remanier tout ça. Non, mais ce qui est vrai, c'est aussi des prérogatives constitutionnelles, il peut le faire, etc. Mais c'est là, je pense que ça n'avait pas été prévu. Mais vous savez, quand Moïse Katumbi s'est retiré, d'autres qui se sont retirés, c'était de vice-ministres qui commençaient déjà à expédier les affaires, etc. Vous savez, donc il fallait maintenant aussi voir comment on peut remplacer, etc. Parce que quand on parle des remaniements, c'est-à-dire on change, certains tombent. Le Premier ministre
reste, c'est Sama 2 qui continue. Donc Sama 1, Sama 2. Il peut aussi tomber. Bon, tout dépendrait du président Tshisekedi. Si Sama doit tomber, vous savez comment cela doit se faire. Le président doit demander soit à Sama Lukonde de pouvoir démissionner ou ça doit passer par le Parlement. Mais je pense que Sama Lukonde a travaillé d'une manière exceptionnelle. Et c'est parmi les premiers ministres de la République qui ont aujourd'hui accompagné les chefs d'État comme il se doit. Sur le plan économique, il n'y a rien à reprocher à Sama Lukonde. Je vous dis que c'était un travail des titans. Vous le pensez, sur le plan économique, il y a rien à reprocher à Sama Lukonde? Évidemment. Non, avec la flambée des prix qui est constatée aujourd'hui sur les marchés, avec l'instabilité de la monnaie. Non, écoutez, vous savez, s'il faudrait que nous puissions parler de cela, Sama Lukonde, ça fait pratiquement, je crois, 2 ans, si ma mémoire ne me trahit pas, qu'il est Premier ministre. Après la rupture de la commission FCCK, vous savez que Sama Lukonde avait trouvé les budgets de l'État pratiquement à 800 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Et après le départ de Pepe Ilunga et Lukamba, aujourd'hui nous avons quitté des 8 milliards, et des 8 millions, pardon, ce que je disais, des 8 millions, à pratiquement, je dis Sama Lukonde, qu'est-ce que je dis? Il a trouvé pratiquement entre 4 milliards, 4 à 5 milliards de dollars, c'est ça le chiffre exact. Et aujourd'hui, c'est pratiquement dans les 16 milliards. Donc, c'est 16 milliards de dollars. Ça, c'est 16 milliards qui ne ressemblent pas à la vie que mènent les Congolais. Je vais l'expliquer. Il faudrait y aller très doucement. Aujourd'hui, les réserves d'échange qui étaient pratiquement de 800 millions de dollars, c'est à 4 milliards 200 millions de dollars. Ça, c'est un discours qu'on Matata va vous dire tous les jours. Non, mais il faudrait expliquer très clairement. Matata vous le dira. De manière pragmatique, non, je vais expliquer. On trouve absolument rien. Je vais expliquer cela et les gens vont comprendre pourquoi aujourd'hui il y a flambé des prix de biens du marché. Qu'est-ce qui ne va pas? On va essayer d'expliquer cela. Aujourd'hui, vous savez, lorsque Mouzito est parti ou les autres qui sont partis, ils ont laissé ces réserves d'échange, je disais, à 800 millions de dollars. Et les réserves d'échange sous Matata couvraient, je crois, 2 semaines d'importation. 2 semaines d'importation. Aujourd'hui, avec les réserves d'échange que nous avons aujourd'hui, ça couvre pratiquement 8 semaines d'importation. C'est-à-dire que nous avons triplé ce que Matata a laissé, puisque Matata avait laissé. Vous savez que Matata, quand il vous parle de la croissance économique, etc., il y a eu des choses que M. Matata a réalisées, qu'il faudrait dire ici, dans le principe de la continuité du pouvoir, nous allons dire que M. Matata, sur le plan économique, il y avait des choses qui étaient comme étant des avancées. Il a laissé les réserves d'échange qui couvraient 2 semaines d'importation. Mais sous Sama Lukonde, ça couvre pratiquement 8 semaines. Il y a des documents qui démontrent cela. Si vous allez, par exemple, au niveau de la Banque centrale du Congo, n'est-ce pas, vous demandez qu'on puisse vous produire des documents pour que vous vérifiez ce que je suis en train de dire, vous verrez qu'il y a des choses qui sont faites. Mais parlons-en de ces flambées des prix, etc., comme les gens veulent que nous puissions en parler. Sur le marché international, vous savez, nous sommes une économie extravertie. Il faudrait que nous puissions définir ce que nous attendons par une économie extravertie. Ça fait beaucoup d'années que nous, la République démocratique du Congo, nous dépendons des autres. Nous n'avions pas valorisé ce que nous appelons une économie interne. Produire localement, transformer localement. Ça, c'est une politique qui a détruit ces pays et qui a fait en sorte que notre balance commerciale, puisque je suis économiste de formation, est devenue déficitaire. C'est-à-dire la balance commerciale a changé, c'était toujours déficitaire. Alors, il faut quitter de cette économie dont nous dépendons des autres pour que nous puissions aujourd'hui nous-mêmes travailler. C'est pourquoi il faudrait passer par ce que nous appelons la diversification du secteur de l'économie. Et nous nous sommes basés pendant plus de 18 ans, même pendant Mobutu, par une économie du secteur des minéraux, s'il faudrait vraiment le dire. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo produit le cuivre, les coltans, les diamants, le manganèse, le pétrole, et nous, après avoir, n'est-ce pas, exploité cela, nous vendons ces biens, ces richesses à l'extérieur, et la transformation, tout ce que les autres font, nous dépensons encore de l'argent pour acheter cela et ramener ça ici. Donc ici, il faudrait parler de cette faiblesse qui est née depuis très longtemps, qu'il faudrait que nous travaillions sur ça, que c'est un travail des titans. Il faudrait dire, je vous rappelle, que ce n'est pas une mince affaire, c'est un travail des titans, et quitter de cette économie extravertie pour que nous ayons notre économie forte, que nous allons travailler localement, etc. Mais aussi quand je parle du fait que nous dépendons des autres, vous savez, sur le marché mondial, sur le marché international, nous pouvons le dire, les économistes du monde vous le diront, la crise n'est pas simplement en République démocratique du Congo. La crise économique aujourd'hui est même au niveau des pays africains, en Afrique du Sud, au Maroc, au Mali, au Congo-Brazzaville, etc. Pourquoi ? Vous savez, aujourd'hui, s'il faudrait que nous puissions parler notamment de cette guerre qui règne entre la Russie et l'Ukraine, vous le savez, que cette guerre a fragilisé les économies du monde.
Il faut vraiment les dire. Même au niveau de la France aujourd'hui, si vous arrivez en France, on vous dira, le français pleure, puisqu'aujourd'hui, il y a les choses qui ont augmenté sur les biens et services, etc., un peu partout, à l'Ukraine, etc. Donc ça influence. Nous sommes basés sur les secteurs des minéraux. Et ces secteurs des minéraux, n'est-ce pas, le prix est fixé sur le marché mondial. Et cela a de l'impact sur l'économie mondiale, même sur l'économie de la République. Mais il faut dire une chose, nous avons réussi à travailler pour un petit peu stabiliser ces problèmes. Il faut vraiment dire que le gouvernement... En faisant quoi? Mais est-ce que vous savez d'ailleurs, même sur les secteurs... Exactement. Parlons par exemple du secteur des hydrocarbures. Le gouvernement congolais avait subventionné ou continue à subventionner les entreprises pétrolières, vous le savez. Quand vous allez aux stations de service pour vous approvisionner de carburant, etc., le prix qui était fixé là, aujourd'hui, je ne sais pas si un litre coûterait à 2800 ou à 3000. En principe, ça doit coûter au-delà de ça. Mais le gouvernement, avec la politique de la subvention, prend des moyens, dispose des moyens pour subventionner. Même dans le secteur de transport, c'est le gouvernement congolais a pris les moyens, il a mis. Puisque si aujourd'hui nous laissons à ce que l'on puisse fixer les prix comme il se devait, je crois que ça devrait impacter sur la vie du paisible citoyen congolais. Ça veut dire que le gouvernement travaille d'arrache-pied. Le gouvernement essaye de faire respirer la population congolaise. Même le taux de dollar que vous parlez aujourd'hui, en principe, ça devrait être au-delà de ce qui est aujourd'hui présenté aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que 10 dollars s'échangent entre 20 000 à 21 000 francs congolais. Il faudrait les dire entre 20, etc. 20, 21, 22, ça dépend de certains qui mettent, mais ça aussi, il faudrait dire que certaines personnes sont en train de voler les paisibles citoyens de moyens, puisque si vous allez au niveau de la banque centrale, les prix est fixé, je crois, à 20 500 ou 21 000, quelque chose comme ça. Et donc, il y a des choses que le gouvernement congolais est en train de faire. Mais il faut dire ceci, que le fait que le gouvernement... on prend le dernier thème de l'émission. Évidemment, le fait que le gouvernement est en train de mobiliser les moyens, il faut l'avouer ici. Si vous allez, l'inspection générale des finances, que je tiens à apprécier, Gilles Alinguet, qui fait un travail exceptionnel, l'audit pour contrôler les entreprises de l'État. Vous savez que nous avons un système fiscal déclaratif. Les entreprises déclarent ce qu'ils ont produit et l'État vient faire ce qu'on attend par les contrôles. L'IGF vient faire les contrôles. Les entreprises qui n'ont pas respecté ce qu'ils doivent, ils sont arrêtés. Il y a des amendes que ces entreprises payent et l'État est en train d'amasser beaucoup d'argent. Vous allez au niveau du ministère des Finances, on vous le dira. Donc l'argent que l'État collecte, ça permet que l'on puisse affecter dans X, Y secteur. Parlons-en de la fonction publique aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des nouvelles unités qui sont aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est payé, mais c'est pratiquement plus de 22 000, si je ne me trompe ou pas, si ma mémoire ne me trahit pas, qui sont payés. Certains sont mécanisés. On a essayé de revoir certaines choses. Au niveau du ministère du numérique, on a lancé même le recrutement dans ce secteur-là. Il y a des gens qui sont en train de poser. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites. Donc, ici, il faut rappeler qu'il y a des choses. Il faut éclairer l'opinion nationale et internationale. Il ne faudrait pas dire que le gouvernement ne fait rien. Puisque lorsqu'on parle d'un bilan, moi je suis économiste, on parle de bilan, il y a les actifs et les passifs. On présente, voilà ce qui est comme étant actif, voilà ce qui est dans les passifs. C'est vrai, on ne peut pas dire que nous avons réussi à tout faire. Si quelqu'un vient dire que nous sommes parfaits et qu'on a réussi à tout faire, je crois qu'il n'est pas vrai. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Le Congo est un grand chantier. Mais ce qui a été déjà fait, il faudrait dire qu'il y a des choses qui ont été réalisées, notamment dans les secteurs, n'est-ce pas, que je venais récemment de citer, etc. aujourd'hui. Même lorsque nous avons lancé la valorisation du 27 blocs pétroliers, fait appel aux entreprises pour venir exploiter ces 27 blocs pétroliers, il y a des avancées. Aujourd'hui, parlons notamment du dégazage du lac Kivu. Ça faisait pratiquement plus de 18 ans ou 20 ans que nous demandions à ce que l'on puisse, n'est-ce pas, comment dirais-je, dégager ces gaz méthane du lac Kivu, qui a pris beaucoup de temps. L'ancien régime et les autres qui ont précédé ne les faisaient pas. Aujourd'hui, même avec Didier Boudimou, si vous y allez, les moyens sont mis en place et les moyens du gouvernement. Eric Kiswaka, on va prendre les tout derniers thèmes de l'émission. Il y a beaucoup de choses qui se font. Très bien. Alors, on va parler de l'insécurité dans la partie est du pays. Je vous prends au mot. Vous vantez ici les budgets qui est à 16 milliards de dollars américains. Vous vantez la réalisation, la maximisation des recettes. Mais la grande question qui reste encore suspendue sur les lèvres de tous les Congolais, comment avec ces budgets de 16 milliards, nous n'arrivons pas à organiser, ou je dirais mieux, à équiper notre armée afin de faire face à ces attaques? Voilà, dire qu'avec le budget de 16 milliards, on n'a pas
structurer notre armée, c'est faux. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes informé étant journaliste. Depuis 1960, la République démocratique du Congo n'avait pas ce que vous appelez un document de la politique militaire. Ce document de la politique militaire a été mis en place. Si vous lisez, vous verrez tout ce qui est bien défini. Deuxièmement, nous avons la loi de la programmation militaire. Vous connaissez cela. Cette loi de la programmation militaire, le gouvernement congolais a octroyé 1 milliard 800 millions de dollars pour l'armée. Vous savez qu'il y a quelques mois ici, au niveau de l'armée, certains sont allés en retraite, il y a d'autres qu'on a essayé de remplacer, etc. Il y a eu des mutations, etc. Donc, le gouvernement congolais fait beaucoup de choses. Après, c'est que nous avons suivi ici la levée de l'embargo militaire. C'est la levée de l'embargo, c'est-à-dire qu'on était interdit de pouvoir nous approvisionner avec des armes, mais je vous informe que nous avons déjà disponibilisé, s'il faudrait déjà dire, le moyen pour les achats d'armes. Mais on ne peut pas, vous savez, en matière de sécurité, on ne peut pas passer sur le plateau de télévision pour vous dire, par exemple, puisque nous sommes dans une guerre froide avec le Rwanda, il faudrait le dire ici, moi j'appelle ça une guerre froide. Certainement que le président Tshisekedi n'a pas déclaré une guerre officiellement. Il n'y a pas une ordonnance déclarée. Ce que la Constitution dit, avant de le faire, il doit réunir le Parlement, le Premier ministre, pour déclarer la guerre. Cela n'a pas été déclaré, mais nous sommes dans une guerre froide. On ne peut pas dire ici, si nous avions acheté des armes, pour vous dire, la République démocratique du Congo vient d'acheter des armes telle part. Pourquoi? Puisque c'est fragiliser l'armée et ce que nous pouvons faire. Puisque l'ennemi voudrait savoir quel type d'armes nous avons acheté, et comment ça va fonctionner et comment ils vont opérer. Ce sont des domaines interdits et donc il faudrait faire attention. Mais je tiens à vous informer. Pourtant, nous avons vu ici la RDC organiser un meeting aérien. Oui, mais les meetings aériennes, c'est une démonstration des forces, on le voit. C'est une démonstration des forces. Lorsque la Russie présente des armes pour dire à l'OTAN, faites attention, j'ai des armes sophistiquées, j'ai des s'attendez, etc. Si je suis menacé, je peux les faire. Ce sont des démonstrations militaires. Cela n'est pas interdit. Donc, ni en droit international, ni en relations internationales, c'est interdit. Ce sont des démonstrations, ce sont des très bonnes guerres. Moi, je crois que ça n'a rien à voir Très bien, on va évoluer. Mais le gouvernement a mis des moyens, ça je vous rassure, les moyens ont été mis pour que nous puissions, n'est-ce pas, soutenir nos FRDC qui se battent, qui font un travail des titans. Il faudrait les dire que nos FRDC font un travail des titans et les moyens sont disponibles pour eux et le gouvernement le fait. Non seulement que la loi de la programmation militaire dispose 1 milliard 800 millions de dollars, mais également de la répartition du budget, il faudrait dire, il y a aujourd'hui 1 milliard quelque chose qui est déjà octroyé à l'armée. Donc hier, l'armée congolaise, on leur donnait pratiquement dans les 500 millions, 800 millions de dollars, mais aujourd'hui il faudrait dire que c'est déjà plus de 2 milliards quelque chose de dollars que l'armée congolaise dispose aujourd'hui pour être au front et pour faire un travail des titans. Très bien. Le gouvernement met des moyens pour l'armée, ça c'est une bonne chose, c'est une information que vous nous donnez. À vérifier et c'est une information exacte. Ok, alors moi je vous pose la question de savoir, est-ce que c'était la décision d'aller adhérer à l'EAC était-elle réfléchie? Est-ce qu'aujourd'hui il est possible pour Félix Tshisekedi de se retirer de l'EAC qui clairement a démontré ses limites? Est-ce qu'on peut aujourd'hui se tourner vers la Russie pour essayer un peu d'éradiquer cette insécurité qui persiste? Je crois que nous avons adhéré à l'EAC le 29 mars 2022, si ma mémoire ne me trahit pas. Ce 29 mars, nous avons totalisé pratiquement une année. Parler de est-ce que c'était une très bonne décision, une mauvaise décision? Je crois que la position que la République démocratique du Congo occupe, la position géostratégique que nous occupons, notre position que nous occupions, nous demandait à la République de pouvoir adhérer à l'EAC. Il faudrait lire d'abord les objectifs de l'EAC pour comprendre pourquoi nous avions adhéré à l'EAC. Il faut que nous comprenions l'objectif. Premièrement, les objectifs, c'était la coopération économique régionale, mais c'est également la coopération entre personnes qui est fondée sur l'économie du marché. Ça, c'était le premier objectif. Mais la deuxième objectif, c'était la création d'un environnement approprié. Et la troisième objectif, si ma mémoire ne me trahit pas, c'était le développement de la politique favorable et la construction des infrastructures, etc. Alors, la position géostratégique que nous occupions, comme je l'ai dit, nous demandait que nous puissions adhérer à l'EAC. Puisqu'il faut le dire ici, qu'au début du pouvoir de Félix Tshisekedi, vous savez que c'est vrai qu'avec le Rwanda, nous avons toujours eu des problèmes, puisque le Rwanda était en train de nous agresser d'une manière stratégique, mais d'une manière calamiteuse.
C'est vrai qu'on parlait d'une manière officieuse. Certains disaient que le Rwandais nous agressait, et lorsque nous accusions le Rwandais et les autres, ces nations refusaient à ce que ce sont eux qui agressaient la République. Ils parlaient des groupes, des rebelles. Le Rwanda vous dit, il y a les ADF qui sont ici, il y a ceci, c'est là, qui viennent de la République qui dit les M23 c'est du Rwanda, l'Ouganda qui vous dit Codeco qui nous dérange, etc. et tout ça. Alors, il fallait que les États, ces États se mettent autour d'une table, n'est-ce pas, pour essayer d'évaluer cela, voir comment nous pouvons faire pour mettre fin, n'est-ce pas, à ces groupes de rebelles, il faudrait dire ici, qui créent des terreurs, qui créent tout ce que nous connaissons. Et donc, la République démocratique du Congo, avec la position géostratégique qu'elle occupait, nous nous sommes décidés d'adhérer, coopérer économiquement, voir comment nous pouvions nous organiser, etc. C'était dans cet objectif-là que nous nous sommes dit, nous devions adhérer à l'EAC comme au SADC et dans d'autres structures. Alors, qu'est-ce que nous avons déjà gagné depuis qu'on a adhéré à l'EAC au regard de notre position géostratégique? Une très belle question. Vous savez, lorsque nous nous posons la question, qu'est-ce que nous avons pu gagner, mais nous avons eu à gagner beaucoup de choses. Quoi, par exemple? Vous savez, un notaire a écrit, je crois, M. François Guitcher, dans son ouvrage intitulé Les 36 stratégies de la guerre, 36 stratégies, je crois. Il parle de la méthodologie de la politique de risque du russe qui est utilisée en stratégie politique, en stratégie militaire. Hier, nous accusions le Rwanda d'être agresseur de la République démocratique du Congo. Et le Rwanda refusait qu'il était agresseur. Lorsque nous avons signé des coopérations économiques, il faudrait dire que la RDC avait signé un certain nombre de coopérations économiques avec le Rwanda et d'autres nations, ça a bénéficié de moyens à la République démocratique du Congo. Je parle des coopérations économiques. La RDC a gagné, il y avait des coopérations gagnant-gagnant, que ce soit avec l'Ouganda, que ce soit avec la Tanzanie, que ce soit avec d'autres nations. Nous avons gagné, il y a eu ce que nous avions signé à l'époque, etc. Il y a eu des traités, il y a eu des accords qui étaient mis en place, des échanges commerciaux, etc., dont la République démocratique du Congo régénérait des moyens. Les Congolais pouvaient quitter ici pour aller vendre en Ouganda. C'est de Ouganda quitter, nous régénérons des moyens et les choses avançaient d'une très bonne manière. De ce côté-là, nous sommes tous d'accord. Mais après notre adhésion à l'EAC, puisqu'il faudrait dire ici que nous avions trouvé qu'il y avait des petits couacs, des petits problèmes qui s'imposaient. Pourquoi? Lorsque vous lisez, n'est-ce pas, l'EAC, vous verrez que les États qui se mettent ensemble, il est dit que ces États ne peuvent pas soutenir des groupes armés pour combattre un pays qui fait partie aussi de l'EAC. C'est-à-dire, les États qui sont au sein de l'EAC doivent travailler ensemble en synergie pour développer les coopérations économiques. Aujourd'hui, quand nous parlons de développement des coopérations économiques, nous pouvons aujourd'hui vendre nos biens, nos richesses, ce que nous possédons ailleurs et peuvent faire ici, dans vice-versa. Ça pouvait bénéficier à la République démocratique du Congo. En fait, la vision était claire. La vision, c'était de développer nos pays. La vision, c'était de travailler ensemble. Vous savez, hier, je sais que vous les connaissez, à un certain moment, la France et l'Allemagne ont vécu pendant plus de temps dans les conflits, etc. et tout ça. Et lorsqu'ils se sont mis d'accord de pouvoir coopérer ensemble, de travailler ensemble, vous savez, aujourd'hui, l'Allemagne, n'est-ce pas, coopère d'une manière économique avec la France les fait, et ces pays qui se sont mis ensemble travaillent d'arrache-pied et il y a eu évolution. Mais après notre adhésion, nous avons jugé et nous avons vu qu'il y avait le Rwanda qui, lui, n'a pas voulu respecter, n'est-ce pas, ce qui a été prévu dans les objectifs bien établis, n'est-ce pas, dans l'EAC. Et c'est pourquoi nous avions dit, c'est pas que nous demandons de pouvoir quitter l'EAC, puisque ceux qui disent que c'était une erreur de la part du président Tshisekedi, je crois qu'ils ne comprennent pas, peut-être qu'ils ne sont pas des hommes d'État, puisque les hommes d'État connaissent ce qu'ils font. Et les hommes d'État mettent des stratégies importantes, puisque grâce à l'EAC, nous avons eu à participer dans plusieurs conférences, dont ça a permis à l'RDC, n'est-ce pas, sur faire appel aux investisseurs, puisqu'il faudrait le dire, certains investisseurs sont venus, puisque les gens, quand on parle des investisseurs, ils pensent que quand ils ont investisseurs, c'est que les investisseurs viennent aujourd'hui. Non, c'est très important, laissez-moi expliquer. Grâce à l'EAC, la RDC a pu ramener... Je n'ai pas dit simplement grâce à l'EAC, j'ai dit ceci. Grâce à du fait que nous avions adhéré à l'EAC, au-delà de l'EAC et dans certaines organisations, n'est-ce pas, de la région, sous-régionale, etc., ça a permis de faciliter certaines choses. Pourquoi je suis en train de le dire aujourd'hui? Puisque lorsqu'on parle même des investisseurs, les gens ne savent pas ce qui se passe. Quand vous venez parler aux investisseurs pour qu'ils viennent investir, les investisseurs ne viennent pas investir directement du coup, non.
il y a, après qu'ils soient convaincus de venir investir, il y a des étapes qui doivent être respectées. Les investisseurs regardent d'abord ce que nous appelons les climats des affaires, puisque l'État congolais doit rassurer à ceux-là les climats des affaires. Puisqu'un investisseur syrien ne viendrait pas investir pour perdre le moyen. Et lorsqu'il regarde les climats des affaires, si le climat est propice, il vient investir, c'est-à-dire ils font ce que nous appelons les études sur terrain. Qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est de la théorie. Mais c'est évidemment, mais les gens pensent que, mais je pense que nous sommes scientifiques. Question directe, quel est cet investisseur qui a accepté de venir en RDC pour mettre des moyens ou implanter ses affaires parce qu'il a vu la RDC adhérer à l'EAC? Non, je n'ai pas dit que c'est puisque la RDC a adhéré à l'EAC et qu'il y a des investisseurs qui sont venus. J'ai dit que le fait que nous sommes adhérés dans plusieurs organisations, que ce soit la SADC, que ce soit tout ce que vous connaissez là, puisqu'au niveau de l'EAC, les États qui composent l'EAC... Est-ce qu'on a adhéré à la SADC sous Fachi? Non, j'ai dit, je n'ai pas dit que c'est sous Fachi, mais j'ai dit que le fait que nous sommes dans plusieurs organisations, n'est-ce pas? Depuis toujours. Depuis toujours, fait en sorte qu'aujourd'hui, même au sein de l'EAC, les pays qui sont à l'intérieur, aujourd'hui, lorsque nous avons parlé de la coopération économique, je vous donne un exemple. Si l'Ouganda coopère avec un État syrien qui fait que l'Ouganda puisse être développé peut-être sur le plan des infrastructures, etc., si, comme la RDC fait partie et que la République démocratique du Congo juge bon de coopérer avec l'Ouganda et que l'Ouganda juge bon et que ceux qui ont investi en X ou Y secteur peuvent, avec la coopération économique, venir aussi au Congo le faire, il n'y a pas de soucis. Donc c'est dans ça que j'ai dit qu'il y a des choses qui ont fait en sorte que certaines choses puissent bien évoluer en République démocratique du Congo. Mais écoutez, dire que cela était une erreur, je pense que les gens ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire. Le Rwanda n'a pas commencé à agresser la République démocratique du Congo aujourd'hui. Ça, il faudrait noter. Ça fait plus de 2 décennies que nous sommes agressés d'une manière officieuse. Mais adhérer à l'EAC aujourd'hui, nous le disons. Vous vous souviendrez, au Bujumbura, le président Tshisekedi n'est pas passé derrière les dos de la cuillère. Kagame était en face, il a affirmé, confirmé que nous sommes agressés. Qu'est-ce qui a changé après? Rwanda. Mais dire on a décidé d'imposer un cessez-le-feu immédiat, mais après. Non, mais dire que qu'est-ce que... Les tueries continuent. Non, mais écoutez, nous sommes encore dans une étape de rechercher les solutions. Ne vous en faites pas. Lorsqu'une guerre commence, on sait quand ça commence. Après plusieurs conférences, on est toujours à la recherche des solutions. Il n'y a pas de souci. Vous savez, il y a combien... Très bien, on a terminé l'émission. Vous savez, puisque vous évoquez plusieurs discussions que nous avons eues, qu'est-ce que ça a apporté, mais combien de discussions la Russie et l'Ukraine ont eues jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas toujours eu des solutions, mais ils continuent toujours à discuter, à vouloir dialoguer. D'ailleurs, la Russie est prête, elle dit, je suis prête à dialoguer, à discuter, si et seulement si les autres respectent ce que je demande. Et nous aussi, nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de discuter, de dialoguer, de chercher des pistes de solutions. Partout où les présidents passent, il est en train de déplorer ce qui s'est fait au niveau de l'Est de la République. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allions pas appliquer la voie de la force. Nous sommes dans la diplomatie, mais également nous allons... C'est qui a montré déjà ses limites. Impossible, c'est ce que les gens pensent, mais je vous dis que cette diplomatie a apporté beaucoup de choses. Si cela avait démontré la faiblesse, l'embargo que nous parlions aujourd'hui, ça ne devrait pas être levé. C'est grâce à cette diplomatie aujourd'hui qu'on a levé l'embargo militaire. Et ça, vous le savez. C'est grâce à cette diplomatie que l'embargo a été levé. C'est grâce à cette diplomatie que nous sommes capables aujourd'hui que certains fournisseurs puissent nous fournir des armes. Et on ne peut pas dire que ça montre des limites. Nous sommes en train d'y travailler et je pense que les solutions seront Éric Tshiswaka, merci de votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Je rappelle que vous êtes communicateur de l'AFDC de Modeste Bahati Lukwebo. Merci. Cette émission est terminée. Grand merci à toute l'équipe technique. Grand merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes, pour la sympathique et réelle attention accordée à Perfect Actu de ce lundi. Je vous retrouve demain mardi pour le 2e numéro de la semaine. Au revoir.